Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce 19e épisode. On va continuer le développement de notre jeu avec, comme vous l'avez vu dans le titre, la prise en compte des points d'armure du personnage, parce que c'est bien de pouvoir s'équiper de différents casques, jambières, etc. Mais si ça n'améliore pas l'armure de notre personnage, si ça ne réduit pas les dégâts qu'il prend, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et on va également traiter quelque chose d'assez malheureux, mais c'est la mort de notre personnage lorsque sa barre de vie atteint 0. Ces deux fonctionnalités, elles vont pas être très compliquées et très longues à mettre en place, donc on va aussi profiter de ce début d'épisode pour faire quelques corrections, notamment un bug qui m'a été signalé pas mal de fois et qu'il est vraiment temps de corriger maintenant. Et si vous êtes prêts, c'est parti. Aujourd'hui, on va pas avoir besoin d'importer un Unity package parce qu'on a déjà tout ce qu'il faut dans le projet. On va commencer par reparler un petit peu de l'intelligence artificielle qu'on a ajoutée à l'épisode précédent. Et vous allez pouvoir ouvrir le script qu'on a créé à cette occasion, Enemy AI. Alors on va pas avoir grand chose à faire dans un premier temps dans ce script, on va juste corriger une petite faute de typographie que j'ai fait sur la méthode attackPlayer, sur laquelle je n'ai pas mis le A au début en majuscule. Ça peut paraître comme un détail, mais c'est important pour respecter la convention de nommage du C#. Donc le attackPlayer avec un A majuscule, et du coup, dans la fonction update, il faut qu'on modifie également ici en mettant un A majuscule à attackPlayer. C'est le seul endroit d'où on appelle cette méthode, donc voilà. Premier élément à corriger pour cet épisode, c'est fait. Je vais ensuite aller sur l'ours qui est dans la scène et je vais faire une petite modification au niveau du rotation speed que j'ai mis beaucoup trop haut et je m'en suis rendu compte qu'entre l'épisode précédent et celui d'aujourd'hui. Avant de la modifier, je vais vous montrer concrètement, alors petite piqûre de rappel, ce à quoi correspond rotation speed. C'est notamment si je prends mon ours un petit peu par surprise, vous voyez que là il est de dos et si je m'approche de lui, d'un coup il s'est retourné, il m'a détecté parce que j'étais dans le radius et on va dire que c'est pas très réaliste. La manière dont l'ours s'est retourné, il s'est vraiment quasiment téléporté et ça c'est à cause du rotation speed qui est beaucoup trop haut. Rotation speed, normalement c'est une valeur qui doit être relativement basse, alors moi j'ai essayé 5, je vais faire un dernier petit test avec 2,5, voir un petit peu ce que ça donne et après ce sera à vous évidemment de trouver la valeur parfaite pour votre jeu. Et là, je trouve que c'est déjà beaucoup mieux. On voit qu'il s'est retourné assez rapidement, ce qui est normal parce qu'il nous a détecté dans son rayon, mais ça reste quand même beaucoup plus acceptable que ce qu'on avait auparavant. Je vais mettre quelque chose comme 2 à peu près. On va ensuite traiter autre chose, toujours sur cet ours, et c'est dans son animator. Donc le contrôleur ici de l'animator, on peut double-cliquer dessus pour l'ouvrir et arriver ici. À l'intérieur de cet animator, nous avons par défaut une animation Bear Idle Combat qui est appelée. Et ensuite, on a une transition qui dit que si la vitesse est supérieure à 0,1, on passe dans Movement. Et à partir de là, on ne retourne plus jamais dans Idle Combat. Et ce qui est un petit peu étrange dans ce système, c'est que lorsque l'ours s'arrête, il repasse en animation de respiration, en animation d'attente, donc idle. Sauf qu'on ne retourne jamais en fait à cette animation, c'est qu'à l'intérieur de Movement ici, on traite déjà le moment où le mouvement est à 0. Et donc le moment où on doit repasser en animation d'attente. En fait, concrètement, ce qui se passe, on va revenir dans le base layer, c'est que Bear Idle Combat, on peut la supprimer. Cette animation state servait vraiment à rien en fait, parce qu'on a le blend tree ici qui traite déjà le cas du idle et des mouvements. Donc concrètement, on a juste besoin d'avoir l'entry qui est connecté par défaut à movement et ensuite tout sera géré automatiquement. Et toujours, depuis le AnyState, une transition vers Bear Attack et Bear Attack vers Movement. Normalement, si vous supprimez juste, comme moi, le Bear Idle Combat qu'on avait par défaut automatiquement, votre animator devrait faire exactement pareil que moi, avec le même ordre et les mêmes transitions. On peut juste rapidement tester, vérifier que l'ours par défaut joue bien son animation d'attente, et lorsqu'il va commencer à se déplacer, il va jouer l'animation de walk. Si je m'approche, alors avant que je m'approche, au moment où il s'arrête, il repasse en idle. S'il me détecte, il passe en walk, puis en course. S'il me repère, il passe en walk. Et il devrait, lorsqu'il s'arrête, passer en animation d'attente. C'est bien le cas, donc effectivement, le state qu'on a supprimé ne servait à rien. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais modifier encore sur l'ours. On va faire une toute dernière chose, ça va être donc créer une préfab. J'ai complètement oublié de le faire à l'épisode précédent. Donc dans le dossier prefab, je vais créer peut-être un nouveau dossier AI, à l'intérieur duquel je vais glisser Bear
juste bear, je vais enlever le bear 4 que j'avais derrière, et je vais faire un glisser-déposer vers préfab. Je dis que c'est une préfab originale. La raison pour laquelle on nous le demande, c'est que le modèle 3D en lui-même de l'ours est aussi une préfab. Par contre, il y a une petite particularité sur ces préfabs, c'est que si on les glisse dans la scène, on va se rendre compte qu'il y a des références qui sont manquantes dans le script Enemy AI, notamment player et player stat. La raison à ça, c'est qu'on ne fait pas référence à des préfabs, si on va sur l'ours habituel. On ne fait pas référence à des préfabs, mais à des instances d'objets qui sont dans la scène. Et une préfab ne peut pas référencer des objets dans la scène, d'ailleurs on en a déjà parlé lorsqu'on avait mis en place les armures. Donc on va rapidement retourner dans Enemy AI. On va pouvoir gérer ça assez facilement. On va le faire depuis la void awake. Et on va faire en sorte de récupérer le joueur et de stocker sa transforme dans la variable player et le script player stat qui est dessus dans player stat. Donc dans la void awake, on peut juste créer une transform temporaire qu'on va appeler player qui va être égale à GameObject.findObject with tag. Alors object au singulier. Notre joueur a la particularité d'avoir le tag player. On va aller voir ça tout de suite pour être sûr. Player, et normalement ici dans tag, vous devriez avoir player. Si c'est pas le cas, mettez bien le tag. Comme ça, on pourra le récupérer assez facilement de cette manière. C'est sa transform dont on va avoir besoin. On peut peut-être appeler ça player transform. Et ensuite, on peut dire que la variable player, elle va être égale à player transform. Et que player stat va être égal à player transform. Et normalement, on peut faire un get component dessus, player stat. Et normalement, ici, on devrait être bon. On va juste vérifier rapidement. On va nettoyer ça dans un petit instant parce qu'on peut faire un petit peu mieux. Je vais aller sur la préfab que je viens de glisser dans la scène, donc cet ours ici, et on voit que player et player stat sont vides, mais si j'appuie sur play au lancement du jeu, ces variables elles devraient, comme vous pouvez le voir, se remplir. Et normalement, on devrait avoir les deux ours qui vont fonctionner directement de leur côté. Et je crois que c'est celui-là. Il va bien me détecter aussi, tout comme l'autre, je vérifie, oui, c'est bien lui, donc ça c'est celui que j'ai importé depuis la préfab. Il peut bien me poursuivre, me faire des dégâts. Je vais aller chez l'autre, l'autre peut aussi me poursuivre, et là ils vont carrément y aller à deux, ils vont pas s'embêter. Donc c'est parfait, ça fonctionne, et du coup en soi les références player et player stat, on va pouvoir même enlever les serialize fields, vu que maintenant elles vont s'auto-référencer ces variables dans le script depuis la méthode awake. Alors je vois que ça a fait sauter le header par contre. J'imagine que le header ne s'active que s'il y a du serialize field, donc on va peut-être juste les déplacer. On va les mettre là en dessous, references. Et normalement, on devrait voir le header revenir sur le côté references. Ok, donc c'est parfait. On va pouvoir importer depuis préfab AI autant d'ours qu'on veut et ils fonctionneront directement dans la scène. On va pouvoir passer au point suivant maintenant, et c'est un bug qui est sur l'arbre, et que vous avez été très nombreux à voir et à me signaler. Je vais vous le montrer pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Je vais mettre deux arbres l'un à côté de l'autre, j'en ai juste dupliqué un, ça va fonctionner. Et le souci vient du fait que si je coupe cet arbre, et que directement je coupe le deuxième avant que le premier ne disparaisse, on va avoir un cas un peu particulier. C'est que c'est pas le premier que j'ai coupé qui va disparaître, c'est le deuxième. On peut le voir ici. Et le premier, il va finir par disparaître. Non, il va même pas finir par disparaître. Par contre, on peut voir dans la console qu'on va avoir une erreur. Alors la première, c'est une erreur de Unity, donc on s'en fiche un petit peu, c'est pas lié à notre projet. Par contre, la deuxième ici, on nous dit qu'on essaie d'accéder à Harvestable alors que ça a été détruit. Donc il y a effectivement un petit problème de référence. Il y a un moment où on croit devoir supprimer un objet alors que c'est pas du tout celui-là. Et on va pouvoir corriger ça. Ça va pas être très compliqué à corriger, il faut qu'on aille sur notre joueur et qu'on ouvre le script interact behavior. Et à l'intérieur, on a une méthode breakHarvestable qui est celle qui va nous poser problème. En fait, à l'intérieur, on peut voir qu'on fait beaucoup référence à currentHarvestable, donc l'objet qu'on est en train de collecter. Le souci, c'est que currentHarvestable se met à jour au moment où on va interagir avec un objet. Et dans le cas qu'on vient de voir avec nos deux arbres, lorsqu'on va couper le premier, il va aller dans currentHarvestable,
Puis lorsqu'on va couper le deuxième, on va commencer à couper le deuxième, current harvestable va être remplacé par le deuxième, et du coup c'est bien le deuxième qu'on va faire disparaître et sur lequel on va exécuter tout le code qu'on a ici. La manière la plus simple de traiter ça, ça va être avec une variable temporaire. On va plus se baser sur current harvestable dans cette méthode. On va créer une variable temporaire harvestable qu'on peut appeler currently harvesting. Et à l'intérieur de cette variable, on va directement passer current harvestable. Et du coup, dans cette méthode, partout où on a current harvestable qui est référencé ici, eh bien on va mettre à la place currently harvesting. Pour rendre ça un peu plus simple, vous pouvez sélectionner current harvestable, faire CTRL F. Ça va donc créer une recherche et ça va vous surligner toutes les références à current harvestable. Et du coup, toutes celles qu'on a dans cette méthode uniquement, ici, ici, là, là, ici, ici, et là, on remplace par currently harvesting. Et du coup, la raison pour laquelle ce qu'on est en train de faire va corriger le problème, c'est que break harvestable va être appelé à chaque fois pour chaque objet qu'on collecte. Et au lieu de se baser sur une seule et unique référence, comme si on pouvait collecter qu'un seul élément à la fois, eh bien on va à chaque fois qu'on appelle cette méthode créer une variable temporaire, et c'est sur celle-là qu'on va effectuer les actions. Et du coup, tous les arbres vont être gérés maintenant de manière indépendante au moment où on récupère leurs ressources. On peut sauvegarder, on va revenir sur Unity. Alors j'ai Unity qui aime bien, comme d'habitude, m'afficher des erreurs d'éditeur, comme vous voyez ici. Donc si jamais vous en avez aussi et que vous faites clear et que ça disparaît, il n'y a pas de souci. Bon, apparemment ça veut vraiment pas partir, mais c'est pas très grave. Je vais tester mon correctif, donc je vais couper l'arbre et je vais directement commencer à couper le deuxième et on va voir ce qui se passe. Normalement, le premier devrait disparaître, générer des ressources au sol, c'est le cas. Mauvais exemple, mais le deuxième devrait aussi disparaître et on voit qu'il a également généré des ressources. Donc voilà, un bug qui est dans le jeu depuis pas mal de temps et qu'on m'a pas mal signalé, et effectivement, il était temps de le corriger. Ok, maintenant qu'on a fait toutes les corrections qu'on avait prévues, on va passer aux features de cet épisode, donc aux éléments qu'on veut ajouter, aux nouvelles fonctionnalités. La première chose que je veux ajouter, c'est prendre en compte les points d'armure du joueur. Actuellement, le joueur il peut s'équiper de plusieurs armures, D'ailleurs, je vais en ajouter quelques-unes autour de lui, alors j'en ai une qui traîne ici. Et donc actuellement, il y a quelques épisodes, on a mis en place la possibilité de ramasser ces objets et de s'en équiper. Donc c'est bien, le visuel fonctionne, on peut également s'en déséquiper, etc. Par contre, ces armures, actuellement, elles ne servent à rien. Elles sont purement visuelles. Et du coup, maintenant, on va faire en sorte que lorsqu'on a une armure, notre personnage va avoir des points d'armure, et ces points d'armure, ils vont permettre de diminuer les dégâts que va recevoir notre personnage. On va configurer chacun de nos items dans un petit instant. On va d'abord mettre en place le système de diminution des points de dégâts parce qu'on va pouvoir tester ça assez facilement. Sur notre joueur, on va pouvoir ouvrir le script PlayerStat qui est responsable donc notamment des points de vie et de la prise de dégâts du personnage. Et on peut ajouter, on va le faire un petit peu en mode bourrin, on va juste ajouter une variable publique, une float qu'on va appeler current armor points. J'ai toujours dans la void update une méthode qui me permet d'encaisser des dégâts, donc j'appuie sur un bouton, mon personnage prend des dégâts, ça permet de tester rapidement les systèmes. Je vais juste augmenter un petit peu le nombre de dégâts que je vais prendre, je vais dire 50. Et ensuite, dans take damage, on a deux manières de prendre des dégâts. Une au fil du temps, ça c'est notamment si les barres de faim ou de soif sont vides, et une où on va prendre des dégâts directs. Et c'est notamment cette deuxième partie de condition qu'on va pouvoir éditer. Alors la prise en compte des points d'armure, elle se fait vraiment très différemment selon les jeux. Ça peut être un point d'armure égale un point de vie perdu en moins, ça peut être un point d'armure égale 1% de points de vie perdu en moins, ça peut être des calculs un petit peu plus compliqués. Enfin voilà, il y a vraiment plein de manières différentes de traiter la réduction des points de dégâts qui sont encaissés par le joueur, et avec ces nombreuses méthodes viennent aussi de nombreuses problématiques. Donc moi je vais vous proposer une première solution qui n'est pas forcément parfaite, mais qui, je pense, dans un premier temps, devrait être plutôt pas mal. Je vais partir du principe que pour chaque point d'armure que possède mon personnage, je vais prendre 1% de dégâts en moins. Donc si j'ai 10 points d'armure, je vais prendre 10% de dégâts en moins. Si j'ai 50 points d'armure, je prendrai 50% en moins, etc., etc. Encore une fois, je précise que c'est pas un système parfait. Si jamais
Imaginons que je fais pas exprès et je mets 150 points d'armure pour un casque, ça veut dire que je vais prendre 150% de dégâts en moins. Donc il faut quand même faire un petit peu attention aux statistiques qu'on va appliquer à nos items. Voilà, comme je vous le disais, il y a plein de solutions différentes. Si vous n'êtes pas trop fan de celle que je vous propose, vous pouvez évidemment adapter le système à votre convenance. Donc, mettons en place ce système, partons du principe que 1 point d'armure égale 1% de dégâts en moins. Je vais multiplier damage par un petit calcul entre parenthèses qui sera 1 moins, entre parenthèses, current armor points divisé par 100. Ça, c'est un calcul tout simple de pourcentage qui va donc nous permettre de baisser un petit peu les points de dégâts qui sont pris selon les points d'armure. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir tester immédiatement. Je vais retourner sur Unity. Comme vous l'avez vu, j'ai fait en sorte que lorsque j'appuie sur une touche de mon clavier, je prenne 50 points de dégâts. Donc on va tester. J'appuie sur la touche K. On peut voir qu'effectivement, j'ai perdu la moitié de ma vie. Sachant que j'ai 100 points de vie, on peut voir également ici que Current Health est passé à 50. D'ailleurs, en théorie, Current Health, Current Hunger, Current First, on avait dit qu'on devait les cacher dans l'inspector. Elles doivent rester publiques, ces variables. Mais au final, je les ai jamais recachées en soi. On peut les laisser afficher ici, au moins ça sera un petit peu plus simple pour nous de débugger jusqu'à ce que le jeu soit dans sa version quasi finale. Et du coup, comme je vous le disais, voilà, j'ai pris 50 points de dégâts. Maintenant, si je vais dans Current Armor Points et que je mets 50, je devrais prendre 50% de dégâts en moins. Donc 25 points de dégâts si j'appuie sur ma touche. Et on peut voir effectivement que j'ai perdu de nouveau un quart de vie. Donc là, les points d'armure, ils sont bien pris en compte. On a déjà développé notre système pour la réduction de dégâts. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de remplir Current Armor Points dynamiquement. Si je m'équipe d'une armure, je dois augmenter. Si je m'en déséquipe, je dois diminuer. Mais du coup, pour faire ça, il va falloir qu'on définisse pour chacune des armures qu'on a créées, donc dans Prefab Equipment ici, il va falloir qu'on dise combien de points d'armure on est censé gagner lorsqu'on s'équipe de tel ou tel item. Et on va plutôt gérer ça d'ailleurs au niveau de Script, Item Instances. Donc on peut aller sur l'un des items, on s'en fiche un petit peu, on va prendre le premier, et on va ouvrir le script Item Data. Et à l'intérieur, on va pouvoir ajouter une variable. Alors on va peut-être pas la mettre dans effet, vu que c'est plutôt pour les consommables. On va créer un header à part, même si du coup il n'y aura pas grand-chose à l'intérieur. Et on va créer à l'intérieur une variable publique de type float qu'on va appeler armor points. On peut sauvegarder, revenir sur Unity, et du coup, sur chacun de nos éléments d'armure, Iron Boots par exemple, on va pouvoir ajouter un certain nombre de points. Par exemple, moi je vais dire que tous les équipements en fer, donc Iron Boots, Iron Chest, Iron Gloves, Helmet et Pants, je vais dire que chacun va me donner 2%. Ce qui fait que si j'ai le set complet, j'aurai 2, 4, 6, 8, 10% de réduction de dégâts. Et sur mes deux autres éléments d'habit, non les trois autres, Starter Boots, Chest et Pants, je vais mettre 1. Donc j'aurai 3% de réduction si j'ai les simples habits et 10% si j'ai une armure en fer complète. Comme d'habitude, Armor Points apparaîtra tout le temps sur tous les items data. Donc si je vais par exemple sur la pomme, on peut voir que j'ai bien Armor Points qui s'affiche, mais en soi c'est un champ qui sera jamais utilisé. Donc vous pouvez laisser à 0, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. En fait ça ne changera rien vu qu'on ne fera jamais appel à Armor Points pour les éléments qui ne sont pas des équipements. Maintenant qu'on a ajouté pour chacun de nos éléments d'armure un nombre de points d'armure, on pourrait mettre tout à fait 0. Hein. Si jamais vous voulez ajouter des habits qui sont purement visuels et qui ne rajoutent pas d'armure, vous pouvez mettre 0, ça fonctionnera aussi. Maintenant qu'on a fait tout ça, on veut ajouter ces points d'armure unitairement à chaque fois qu'on s'équipe d'une de ces pièces à la variable qu'on a rajoutée dans PlayerStat. On va se rendre sur l'objet Inventory et dans le script Equipment qui est responsable de la partie équipage de ces différentes pièces d'armure. À l'intérieur, on va ajouter une référence à notre script PlayerStat. Et maintenant, dans chacune des méthodes où on s'équipe ou on se déséquipe d'un item, eh bien, il suffit de passer à PlayerStat le nombre de points d'armure. Par exemple, on a une méthode Disable Previous Equipped Equipment qui, si je ne m'abuse, est appelée lorsqu'on s'équipe d'un item alors qu'on a déjà une pièce d'armure pour ce même slot. Donc là, on se déséquipe d'un élément. Donc tout à la fin, juste avant de traiter la gestion de l'item, on va accéder à PlayerStat
et à Current Armor Points. Et ici, vu qu'on se déséquipe, on va retirer des points d'armure. Et ces points d'armure, ils sont dans l'item qu'on est en train de désactiver, item to disable, point armor points. Rien de très compliqué, on va pouvoir copier cette ligne, parce qu'on va en avoir besoin juste en dessous. Désequip equipment, c'est la méthode qui est appelée depuis le UI de l'inventaire, je crois, lorsqu'on se déséquipe d'un élément. Comme quoi, ça fait un moment qu'on n'était pas ici, j'aurais dû ajouter plus de commentaires. Mais comme je vous l'ai dit, de votre côté, surtout, n'hésitez pas à en ajouter pour vous y retrouver. Encore une fois, on va retirer ici des points d'armure, hein, vu qu'on se déséquipe d'un item. Par contre, c'est pas dans Item to Disable ici. L'item, il se trouve dans Item Action System. Item Currently Selected. Et puis, je vais descendre encore un petit peu jusqu'à Equip Action, qui est la méthode qui est appelée lorsqu'on va s'équiper d'un item. Et encore une fois, alors pas tout à fait à la fin, mais encore une fois, juste ici, avant de gérer l'inventaire et l'item, on va coller la ligne qu'on a copiée tout à l'heure. Et ici, encore une fois, c'est pas item to disable, mais item action system, .item currently selected, .armor points. Et attention à ne pas faire l'erreur ici, c'est pas un moins égal, mais plus égal, parce qu'on veut rajouter des points d'armure, vu qu'on vient de s'équiper de quelque chose. On va revenir sur Unity. Une chose à pas oublier avant de tester sur Inventory dans le script Equipment, on a fait une référence à Player Stats, donc il faut qu'on glisse ici Player, et on va maintenant pouvoir tester. On va appuyer sur Play, je vais sélectionner le joueur pour avoir ici le Current Armor Points qui est affiché, et je vais commencer par ramasser tous les éléments que j'ai ajoutés ici dans la scène. Et dans l'inventaire, si je m'équipe du plastron, on peut voir que j'ai bien gagné 2 points d'armure. Si je m'équipe du casque, 2 points en plus. Et les bottes, normalement, devraient me donner 1 point. Donc j'ai bien 5 points d'armure, soit 5% de réduction des dégâts. Si je me déséquipe du casque, on peut voir qu'il y a eu une petite erreur. On a une nulle référence exception. On va aller voir ça. On peut ouvrir le script. Et effectivement, je me suis trompé. Ici, c'est pas item currently selected, mais c'est bien current item.armor points. Comme je l'ai dit, les noms des variables ne sont pas les mêmes dans toutes les méthodes. Pour aller un petit peu plus rapidement, je ne vais pas m'équiper de tout, je vais juste tester avec un élément. Donc je m'équipe du plastron, je gagne bien 2 points. Si je m'en déséquipe, je perds bien les 2 points, je reviens à 0. Et pour qu'on puisse tester un cas un peu concret, je vais glisser dans la scène le starter chest pour remplacer l'armure que j'ai actuellement et voir ce que ça donne. Donc je m'en rééquipe, j'ai toujours bien mes 2 points du coup, et si je remplace cette armure par cet élément qui donne 1 point et non 2, on peut voir que sur la droite j'ai bien maintenant 1 point d'armure. Donc on a bien tous les cas qui sont gérés, l'équipement, le déséquipement et également le remplacement. Je vous propose de terminer cet épisode avec la mort du joueur. On va jouer une animation où notre personnage va tomber au sol. On va bloquer ses mouvements et on va faire en sorte que l'ours arrête d'essayer de courser notre joueur et de l'éliminer si notre personnage est déjà mort. Donc on va commencer peut-être par l'animation. Alors vous pouvez faire une petite recherche dans le projet, normalement vous avez déjà une animation de mort qu'on avait importée tout au début. Donc vous pouvez taper def. On a une animation pour notre ours, mais on a surtout une animation qui s'appelle juste def et qui se trouve dans Character Animation Combat Def. Vous pouvez ouvrir en bas à droite la preview. Vous pouvez faire un glisser-déposer de player vers cette preview, ce qui va mettre à jour le visuel de la preview avec celui du joueur, et si vous appuyez sur play, vous pouvez voir l'animation de mort. Donc le personnage va simplement tomber au sol, et nous, cette animation, on ne la jouera pas en boucle, donc on va l'arrêter tout à la fin, et on laissera le personnage écrasé au sol de cette manière. On va maintenant pouvoir importer cette animation directement dans l'animator controller du personnage. Donc on peut aller sur Player, ouvrir le character controller de l'animator, et on va simplement importer l'animation, donc on peut la rechercher, def, prenez bien la bonne, on va la glisser dans le base layer, vérifiez bien que vous êtes dans le même que moi, et on va simplement faire une transition depuis AnyState vers def. On va ajouter un paramètre de type trigger qu'on utilisera
justement pour lancer cette animation de mort. Donc sur la transition qu'on a ici entre le AnyState et def, on ajoute une condition die, et au niveau de l'animator, c'est terminé, on va rien avoir de plus à faire. Pour maintenant lancer cette animation via le trigger die qu'on vient de créer, on va aller dans Player Stats. Actuellement, dans Take Damage, si la vie est inférieure ou égale à 0, on met juste un message dans la console. Donc maintenant, on va faire évoluer ça. On va appeler une méthode dans laquelle on va effectuer toutes les actions nécessaires lorsque le personnage meurt. Donc on va appeler cette méthode die, on peut la créer juste en dessous, en privé, vu qu'elle ne sera appelée que depuis PlayerStat. On peut déplacer à l'intérieur déjà le debug.log qu'on avait avant. Ça sera déjà une première chose de faite. Et comme je vous le disais tout à l'heure, maintenant on veut lancer l'animation de mort et bloquer les mouvements du personnage également. Donc on peut aller tout en haut dans ce script. On va ajouter les références aux autres scripts justement auxquels on a besoin d'accéder pour effectuer ces actions. Donc je vais créer un header, over script references, over elements plutôt. Donc comme je le disais, d'une référence à l'animator du joueur, donc on peut l'appeler juste animator. Et pour bloquer les mouvements du joueur, on a déjà un script qui accède au système de mouvement, si vous vous souvenez bien, c'est lorsqu'on ramasse un item. Et là on va faire vraiment la même chose, donc il faut qu'on accède au script de mouvement du joueur, move behavior, qu'on n'a pas développé nous-mêmes, qu'on avait importé tout au début. Et on avait déjà mis à l'intérieur le nécessaire pour bloquer le mouvement. Je vais l'appeler player movement script pour m'y retrouver. Et je vais également ajouter une autre variable que je vais mettre tout en bas ici, qui sera en public et qui sera l'état en fait du personnage, une booléenne qui simplement représente si le personnage est en vie ou non. Par défaut, on va mettre que le personnage est en vie, donc isDead égale false. Ça va nous permettre justement d'éviter de relancer le processus de la mort du personnage, donc de jouer en boucle son animation de mort à chaque fois qu'il va prendre un coup alors qu'il n'a plus de points de vie. On va faire une vérification là-dessus. Et on va le faire tout de suite, on peut descendre un petit peu. Et au niveau de Take Damage, quand on vérifie si on n'a plus de vie, on va également vérifier que le personnage n'est pas mort. S'il l'est déjà, ça sert à rien de rappeler encore une fois cette méthode. Du coup, dans die, forcément, la première chose à faire, c'est de changer l'état de cette variable, et ensuite on va pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire lors de la mort du personnage. On veut accéder au script de mouvement, et dessus on a canMove, une booléenne qu'on peut juste passer à false, et qui, si elle est à false, va simplement bloquer le mouvement, on ne pourra plus se déplacer. Et on va également faire référence à notre animator, et on va appeler le trigger die qu'on a créé tout à l'heure. Et pour la gestion de mort du personnage en lui-même, c'est tout ce qu'on a à faire. On va peut-être juste rapidement en profiter, vu que Enemy AI est ouvert chez moi. Je vais également faire une petite modification dans la void update. La première condition ici fait que si le joueur est suffisamment proche de notre intelligence artificielle, il va se mettre à la poursuivre et à l'attaquer si possible. Sauf que ça, on ne doit le faire que si le joueur est vivant. Si le joueur il est mort, ça sert à rien de faire en sorte que l'ours le poursuive et le tape pendant qu'il est déjà au sol. Donc on va juste ajouter, ici sur la première condition, un « et ». On va accéder à PlayerStat et on va dire que isDead doit être égal à false, donc avec un point d'exclamation ici au début. On peut sauvegarder, on va revenir sur Unity et on va tester ce qu'on vient de faire. Il ne faut pas oublier sur Player de référencer les deux éléments ici, Animator et Player Movement Script. Alors ils sont juste au-dessus, Animator et Move Behavior. Et ensuite, on peut appuyer sur Play. Si j'appuie sur la touche K, je peux m'infliger des dégâts, donc je vais le faire à la main, on va tester. Si j'appuie encore une fois, normalement, le personnage meurt, son corps tombe au sol et je ne peux plus me déplacer. Je peux toujours déplacer la caméra, comme vous pouvez le voir, alors ça c'est à vous de voir si vous le voulez ou non. Je vous ai montré comment bloquer la caméra de toute façon. Et on a tout le nécessaire donc qui s'est joué. L'animation, le blocage des mouvements. Dans la console, j'ai bien un message qui me dit que le joueur est mort. Alors vous remarquerez que si je fais un clic droit, si je reste appuyé sur clic droit, je peux toujours passer en mode inspection et même me déplacer. Donc forcément c'est un peu embêtant, il va falloir qu'on désactive ça. Et on a également le Fly Behavior qui est toujours actif. Autrement dit, si on appuie sur F, on peut donc s'envoler dans la scène. Alors pour le Fly Behavior, si je le désactive, vous allez voir que le personnage va retomber. Le Fly Behavior, on ne va pas le bloquer.
simplement parce que c'est une fonctionnalité qui n'est pas destinée à rester dans notre jeu, c'est juste pour nous déplacer rapidement dans la scène en tant que développeur. Par contre, effectivement, il faut qu'on bloque la possibilité de viser, d'inspecter, et ça, c'est grâce au script Aim Behavior Basic qu'on peut le faire. Et si on teste juste en décochant ce script ici, dans l'inspecteur, on peut voir que là, je ne peux plus viser, je ne peux plus passer en mode inspection. Donc ça va pas être très compliqué à faire. On peut revenir dans Player Stats. Tout en haut, on va ajouter une autre référence à Aim Behavior Basic, Player Aim Script. On peut descendre un petit peu et dans la méthode die, on va simplement accéder à Player Aim Script et on peut faire un .enabled égale false pour juste le désactiver. Et juste une petite précision aussi, le isDot qu'on a ici, on peut le mettre en hide in inspector, on n'est pas censé le modifier depuis la fenêtre de Unity. C'est vraiment notre système qui va gérer l'état de cette variable. Ok, on revient sur Unity, je vais juste tester très rapidement la désactivation donc du script de Player Aim Script que je vais glisser ici. Alors on peut même tester avec l'ours si on a envie d'aller un peu plus loin. Donc l'ours me donne des coups et lorsque j'arrive à 0 point de vie, mon personnage tombe au sol. L'ours, il en a plus rien à faire de moi vu que de toute façon je suis éliminé. Ça sera un petit peu mieux que d'avoir l'ours à côté de nous qui continue à frapper dans le vide. Et effectivement, je ne peux plus viser, je ne peux plus me déplacer, je ne peux plus sauter. Je peux juste encore passer en fly mode. Mais vu que je suis considéré comme mort, l'ours n'en a rien à faire de moi. Alors on baisse toujours les barres de soif et de nourriture. Si vous avez envie de bloquer ça, on peut éventuellement le faire ici. Je vais le faire dans la méthode die. Donc c'est le hunger decrease rate, on peut dire que ça passe simplement à 0. Et le first decrease rate qu'on passe également à 0. Je mets un petit commentaire aussi. Et on en a terminé avec cette gestion de la vie. On va s'arrêter ici pour l'épisode d'aujourd'hui. À la base, j'avais également prévu de mettre un petit menu de mort qu'on afficherait à l'écran du joueur lorsqu'il est éliminé, avec un bouton lui permettant de recharger la scène. Mais en soi, je pense plutôt le faire en même temps que l'ajout des autres menus. On fera vraiment un épisode dédié au menu, où on mettra le menu principal, le menu pause et le menu de mort et potentiellement les autres menus s'il y en a d'autres à ajouter. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin, j'espère qu'il vous a plu. Notre jeu prend de plus en plus forme, comme après chaque épisode, on avance bien. J'en profite également pour vous parler un petit peu de l'avenir de cette série, parce qu'on est, comme je viens de le dire, déjà quasiment au 20e épisode. On a encore quelques éléments à implémenter, j'aimerais vraiment mettre en place un système de construction où le joueur va pouvoir ajouter des murs, des portes, etc. Mais c'est un système qui est assez long à développer. Je suis encore en train de réfléchir à comment mettre ça en place. Est-ce que je fais un long épisode vraiment dédié à ça ou est-ce que je découpe ça en plusieurs parties? Il y a pas mal de personnes parmi vous aussi qui voulaient voir un petit peu de level design, comment est-ce qu'on crée concrètement un beau niveau. Il faudrait également qu'on puisse équiper notre joueur d'armes et d'outils pour qu'il puisse se défendre et survivre dans ce jeu de survie en fait. Je ferai aussi un épisode dédié au son, où on va vraiment se concentrer sur ajouter des sons lorsque l'arbre tombe, lorsque le joueur prend des dégâts, lorsque l'ours poursuit le joueur, etc. Bref, voilà pour la suite de cette série, c'est un petit peu brouillon ce que je vous raconte, parce que tous les épisodes ne sont pas encore écrits, et comme je vous le disais, je vise un maximum de 10 épisodes encore pour cette série, et ensuite, toutes les bonnes choses ont une fin, et je passerai à autre chose. Un grand remerciement aux tipeurs du mois dernier dont le nom est affiché sur la droite de l'écran, tout particulièrement à Xavier, David et Spyprog. Si vous appréciez mon contenu et que vous avez la possibilité et l'envie de me soutenir financièrement, sachez que c'est grâce aux dons que cette chaîne existe, donc vous pouvez en faire sur les plateformes Tipeee ou Utip. Un grand merci d'avance à ceux qui feront un tour sur ces plateformes, c'est très important pour la pérennité de la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Salut!